Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Cet épisode sort avec une journée de retard. Pourquoi? Parce que cet épisode, comme beaucoup l'avaient deviné, il est dédié à l'album de Taylor Swift essentiellement, qui s'appelle The Life of a Showgirl et qui est sorti la semaine dernière. Même si je ne suis pas sûre de l'avoir annoncé que cet épisode serait... Je ferai ma review, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez deviné. Mais du coup, pourquoi je sors avec une journée de retard? Parce que euh, j'ai beaucoup changé d'avis sur cet album. Et du coup, j'avais besoin de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Parce que c'est aussi un peu dur, des fois, de s'enregistrer en train de donner son avis, alors que une opinion peut changer. Et même si je pense que beaucoup de gens le savent, et personne ne m'en tirera à rigueur si je change d'avis, il y a des choses que je me dis, j'ai envie quand même d'être sûre de ce que je dis et, euh, et de l'opinion que j'émets parce que des fois ça peut vraiment fluctuer et en fait c'est ce qui s'est passé pendant cette semaine. Franchement, mon opinion sur Taylor Swift et sur cet album a beaucoup changé pendant une semaine. Donc du coup je voulais un peu faire une pause pour me dire ok, en fait c'est quoi mon vrai avis. Maintenant je prends un peu de recul sur tout ce qui s'est passé et c'est vrai que j'avais besoin de un peu plus de temps, du moins une journée de plus pour me poser et préparer cet épisode. Euh, Il y a encore des choses dont je suis pas sûre. Il y a encore des choses qui vont changer, notamment sur genre lesquelles de mes chansons sont les préférées par exemple. Mais ça va de soi sur tous les albums à chaque fois. C'est les goûts et les couleurs et je pense que j'en avais déjà parlé, mais je pense beaucoup que les musiques qu'on entend, c'est des musiques qui nous parlent à nous de ce moment présent, mais peut-être que dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, ça sera d'autres musiques qui nous parleront. Du coup, ça, on sait que ça va bouger, mais il y a aussi d'autres choses qui m'ont... d'autres parties en dehors de musicales de cet album qui m'ont plus ou moins plu. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est une opinion qui peut être assez tranchée. Et je sais que je suis le genre de personne à beaucoup être influencée par les sources que je vois. Donc, dès que j'ai vu beaucoup de gens dire ah, mais j'ai cette opinion, et regardez, donc j'ai cette opinion parce que ça, je suis en mode bah oui, c'est vrai. Et des fois, j'ai tendance à oublier qu'il y a une autre partie, il y a une contrepartie à tous ces arguments que je n'entends pas forcément et que quand on me montre, je suis aussi assez d'accord. Et du coup, ce qui fait que au départ, j'ai tout le temps des opinions qui sont hyper tranchées. Ensuite, une opinion qui est complètement à l'opposé de ce que je pensais de base. Et puis, au final, j'arrive à un consensus et à un équilibre entre les deux. Et du coup, il me fallait voilà, cette journée de plus pour trouver cet équilibre et un peu vous raconter. Bref, commençons désormais bien sûr qu'on va mettre un petit jingle et on se retrouve. Whoa, oh, oh, Alors, cet album, The Life of a Showgirl, j'ai eu l'impression que, au premier abord, la réception du public était plutôt mauvaise. Euh, Elle était mauvaise de la part des gens qui ont l'habitude de donner de la haine à Taylor Swift. Elle était mauvaise de la part de certains Swifties, mais étrangement, elle a quand même réussi à battre plusieurs records. D'ailleurs, il y a un record assez historique et assez symbolique désormais qui va peut-être être battu. Euh, on aura les résultats du coup vendredi, enfin le jour où ce podcast sort, du coup je ne sais pas si euh, c'est officiel ou pas, mais en tout cas Taylor Swift avec The Life of a Showgirl était sur la bonne voie pour battre le record de Adele dans le nombre de ventes physiques d'un album dans les 7 premiers jours. Adele en avait vendu 3,37 millions avec son album 25. Déjà, première chose, c'est que c'est trop cool que ça soit genre deux meufs
qui réussissent à avoir ces records et que ça soit une bataille entre deux chanteuses. Euh, aussi, bah, en vrai, c'est assez cool que encore en 2025, il y ait des ventes, enfin, il y ait des records de ventes qui tombent, sachant que les records, ils sont comptabilisés sur 4 albums par personne. Donc, c'est-à-dire que si on achète plus de copies, ce n'est pas comptabilisé. Voilà, c'était pour votre info. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais parce qu'elle a vendu plusieurs versions. Voilà. Ça d'ailleurs, j'ai une opinion à propos de ça. Donc on en parlera un peu plus après. En tout cas, ce qu'on peut dire du coup, c'est que je pense que c'est assez mitigé. Mais comme toutes ces sorties d'albums, finalement, en tout cas les deux derniers, puisque c'était comme ça pour Midnight et c'était comme ça pour The Tortured Poet Department. Mais c'était beaucoup de haine au début. Et puis ensuite, bah, tout le monde s'y est approprié. Donc c'est très balancé en fait. Et puis bah, en termes de records, comme c'est forcément des albums qui sont attendus, il y a tout le temps beaucoup d'écoutes le premier jour parce que tout le monde est en mode il faut que je sache si c'est bien ou pas. Voilà. D'ailleurs, moi, des fois, je me demande si ces records d'écoute que tous ces chanteurs font sont vraiment liés à la qualité de leur musique ou bien seulement à la grandeur de leur communauté. En tout cas, c'est une bonne réflexion, mais c'est pas ce qu'on va avoir comme réflexion aujourd'hui, puisqu'on a plein d'autres choses à traiter. Mais en tout cas, face à toute cette réaction, Taylor Swift a répondu que, euh, en tout cas, enfin, ce qu'elle ressentait, c'est que l'art était subjectif et qu'elle ne prétendait pas pouvoir dire si mon album est bien et je refuse toute la haine que je suis en train de, enfin, toutes les critiques que je suis en train de recevoir parce que bien sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde et que dans tous les cas, la semaine de la sortie de son album, que quand son nom ou le titre de son album est cité, bah, ça lui fait de la pub et c'est super pour elle en fait. Peu importe si c'est pour de la critique négative ou positive, euh, bah, c'est le showbiz quoi. Ce qui est une citation qui est pour le coup hyper, enfin vraiment ancrée dans cette ère The Life of a Showgirl parce que c'est très business is business. Enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous mettre dans le contexte de comment s'est passée la réception de cet album. Maintenant, peut-être que je peux commencer avec mon avis sur chaque chanson. Je vais essayer d'être précise, mais rapide, parce que je veux pas que ça dure 3h30 ce podcast. Après tout, ce n'est pas un concert des Eras Tour, si vous avez la référence, bien sûr, puisque ces concerts duraient 3h30. Bref, donc passons aux détails de cette tracklist. Alors la première musique, c'est The Fate of Ophelia, qui est également le premier single. Elle a sorti, il me semble, lundi le clip de cette musique. Pour moi, The Fate of Ophelia, c'est un super track d'entrée parce que on est tout de suite plongé dans cette atmosphère un peu rétro, un peu showgirl, beaucoup lié au fait que la prod est très rythmée et aussi avec les visuels qui vont avec le clip. Je trouve que cette musique est assez excellente euh, parce que euh, parce que je pense que ça a été très pensé et je pense qu'il y a beaucoup d'easter eggs dans cette musique. Et le concept de The Fate of Ophelia, c'est que en fait Ophelia était un personnage de théâtre, d'une pièce de théâtre, qui est réputé pour avoir attendu pendant toute sa vie que l'amour vienne et qu'elle est morte en attendant cet amour. Et donc, cette musique, elle parle du fait qu'elle pensait être Ophélia. Elle pensait que son destin allait être comme le sien, mais que finalement, ça n'a pas été, puisqu'elle a trouvé quelqu'un qui l'a sauvée de ce sort. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de easter eggs et beaucoup de métaphores dans cette musique, ou en tout cas, elle essaye de faire le parallèle entre la situation dans laquelle elle était il y a quelques années avant de rencontrer bah, son fiancé. Ophélia,
l'image et le concept qu'est le destin d'Ophélia. Le deuxième track, c'est Elizabeth Taylor. Au début, j'ai pas trop aimé cette musique. En tout cas, c'est pas que je l'ai pas aimée, mais j'ai pas vraiment accroché. Mais après plusieurs écoutes, je commence à vraiment bien aimer. Je trouve qu'il y a un peu une vibe Reputation. Euh, du coup, je me suis renseignée sur Elizabeth Taylor, parce que je voyais qui c'était, mais j'avais besoin de plus d'informations. Et d'ailleurs, c'est très marrant puisque en tapant le nom Elizabeth Taylor, il y avait une question Google qui disait, enfin non, il y avait un article Google qui disait que les nombres de recherches pour Elizabeth Taylor avaient augmenté ces derniers jours grâce à la musique de Taylor Swift. Et ça m'a fait beaucoup rire puisque je me suis sentie pas du tout seule dans la démarche. Mais du coup, ce que j'en ai un peu conclu, et la place de cette musique et ce qu'elle, je pense qu'elle veut représenter et ce qu'elle veut dire dans cette musique, c'est beaucoup de présenter en fait l'image de la showgirl pour Taylor Swift. Je pense que cette musique sert beaucoup à identifier et décrire qui est une showgirl et qui est son idole. Et je pense que, enfin pas son idole, mais l'image qu'elle donne à la showgirl. Et je pense que elle fait, dans cette musique, elle fait beaucoup de parallèles euh, entre elle et Taylor Swift, enfin entre Elizabeth Taylor et Taylor Swift. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que elle se voit en elle euh, du part du fait que Elizabeth Taylor était une très grande artiste euh, du XXe siècle, une très grande actrice qui a été malheureusement aussi beaucoup connue parce qu'elle a eu 7 maris et s'est mariée 8 fois. Donc en fait, même si c'était une très grande artiste et que elle a fait beaucoup de choses euh, bah, très bien et très valorisées, en fait, on a beaucoup parlé d'elle parce elle s'était beaucoup mariée et c'est quelque chose que finalement je pense que Taylor Swift relate de fou parce que peu importe ce qu'elle fait, il y a tout le temps du monde malheureusement qui va réduire ses albums à elle qui parle de ses relations. Ce qui est assez triste puisque bah, on ne le fait pas forcément pour tout le monde. Enfin, on ne le fait pas forcément pour les artistes masculins. Donc voilà, je trouve que cette musique, enfin, en tout cas, de mon opinion, je pense que cette musique reflète bien ça. Et d'ailleurs, j'ai appris que euh, Elizabeth Taylor avait donc un fils qui a dit dans une interview que s'il devait attribuer, enfin, s'il devait comparer tout le magnétisme qu'il y avait autour de sa mère pendant son heure de gloire à une personne actuelle, ça serait Taylor Swift. Et quand elle a appris ça, du coup, elle a été vraiment choquée et a commencé à être obsédée par Elizabeth Taylor et a donc écrit cette musique. Voilà. Le track 3, c'est Opal Light. Euh, j'ai trouvé que cette musique avait un très bon refrain. Euh, mais je trouve que le reste est un peu plat. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'écouter en entière. Enfin, en fait, je l'écoute pas en entière. Je crois qu'elle passe beaucoup sur TikTok, en tout cas le refrain. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas trop accroché avec l'intégralité de la musique en tout cas. Le quatrième track, c'est Father Figure. Et, euh, et cette musique, oui, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Parce que, d'abord, de manière générale, j'aime plutôt bien cette musique. Je trouve qu'elle a un petit côté beachy. Mais je pense pas non plus que je vais la liker, que je vais beaucoup l'écouter. Voilà, j'aime bien la vibe qu'elle a mis dans cette musique. Je vois aussi le sujet qu'elle veut aborder, puisque en gros, elle se place, dans cette musique, elle se place en tant que personne qui gère les choses. Elle dit I have the bigger dick, concrètement. Donc elle exprime que en fait c'est elle qui doit tout prendre en main, c'est elle la businessman, c'est elle qui prend les décisions et c'est elle qui paye pour les choses.
Après, cette musique, elle a eu beaucoup de débats et peut-être qu'on reprendra, enfin, je vais revenir dessus plus tard, mais c'est vrai qu'on se pose la question sur de quoi elle parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui supposent qu'elle qu'elle attaque un petit peu toutes les nouvelles pop girly qu'elle a fait monter, qu'elle a mis en lumière et qui pour elle sont peut-être un peu servies d'elle. euh, ou qui tenterait de lui voler la lumière et qu'elle elle sera en mode mais en fait je suis la V en fait, je suis le OG, je suis l'original, donc tu n'es qu'une copie de moi-même et c'est moi qui va prendre les décisions. En tout cas peut-être qu'on reviendra enfin on va revenir sur le sujet un peu plus tard dans le podcast, mais c'est vrai que cette musique a eu beaucoup de débats. Le cinquième track, c'est Eldest Daughter. J'avoue que j'ai pas énormément de choses à dire sur cette musique puisque pour moi c'est je n'ai pas vraiment retrouvé déjà sa place dans l'album, en tout cas sur la thématique de l'album. J'ai trouvé qu'elle n'était pas. Enfin, en fait, elle m'a pas du tout marqué cette musique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déceptions parce que du coup, toutes les grandes sœurs, les chefs de famille, les chefs de fratrie avaient hâte d'entendre cette musique parce qu'elles se sont dit ah, ça va être une musique pour nous. Et en fait, apparemment, elle est pas. Enfin, les gens ne se sont pas tant identifiés que ça à la musique. Du coup, bah, c'est dommage. Ensuite, on a Ruin the Friendship. Euh, je pense que l'intro avait énormément de potentiel et que du coup, j'ai été un peu déçue par le reste de la musique. Sinon, également un peu interrogée sur la place de cette musique dans l'album. Je vois pas très bien le rapport avec le concept qu'elle avait donné et le scope, le champ de cet album qui est The Life of a Showgirl. La numéro 7 qui est Actually Romantic, qui est pour moi une bonne musique que j'ai bien aimée. Euh, j'ai juste une petite déception au niveau du bridge. Le pont, je trouve qu'il est un peu décevant parce que la prod, elle est grave bien sur le, sur le bridge. Mais je trouve que genre, j'en attendais plus et elle me l'a pas donné. Et j'avoue que c'est rare d'être déçu par Taylor Swift sur des ponts, mais là c'est le cas. Sinon, après, le reste de la musique est plutôt pas mal. Je pense que c'est une des musiques que je pourrais écouter. Après, il y a aussi autre chose à savoir sur cette musique, c'est que elle fait probablement référence à une rivalité, en tout cas une rivalité qui n'était pas connue, mais que les personnes ont supposé que c'était un peu un diss track envers Charlie XCX. Donc pour donner un peu de contexte, Taylor Swift est sortie avec Matty Healy, qui est le chanteur et le leader du groupe 1975. Et dans ce même groupe, on retrouve George, qui est le mari de Charlie XCX. Et, euh, et en fait, dans une musique qui est dans l'album Brat de Charlie XCX qui est sorti l'année dernière, dans la musique Sympathy is a Knife, Charlie évoque subtilement, mais pas trop, que en fait, elle évoque sa jalousie et surtout, je pense, sa, son idolation de Taylor Swift et à quel point peut-être elle l'effraie parce qu'elle fait tellement de choses qu'à côté, elle se sent nulle et elle a peur du jugement. Et du coup, elle évoque qu'elle n'a pas envie de la voir en coulisses après un concert de son mec parce que voilà, et ça la met dans une position qui est désagréable, elle est très intimidée. Et du coup, il y a une supposition sur Actually Romantic que Taylor Swift aurait pris ça comme une attaque personnelle et aurait du coup fait cette musique contre Charlie en tant que réponse. Euh, le concept serait très marrant. Après, si c'est vraiment vrai, je serais un peu déçue qu'elle fasse un diss track sur ça parce que pour le coup, cette musique, c'est pas du tout une attaque à Taylor Swift, c'est plutôt une réflexion de Charlie sur elle-même et sur sa manière d'être jalouse de, des personnes de l'industrie. Et d'ailleurs, c'est aussi un thème qu'elle a abordé dans Girls So Confusing, qu'après elle a fait un duo avec, elle a fait un remix avec Lorde. Et là, on voit que ça s'est très bien fini. Et du coup, je trouve ça dommage que Taylor Swift n'ait pas eu
la même approche que Lorde a pu avoir. Enfin voilà. Le track 8, c'est Wishlist. Globalement, c'est un peu pareil que pour Actually Romantic. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, mais que le bridge, de manière générale, était plutôt décevant et que du coup, la musique était assez plate. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça ok en fait, ok tiers. J'ai pas grand chose à dire sur cette musique. Le track 9, c'est Wood. Et alors là, cette chanson a fait sensation parce que elle parle explicitement de sa relation physique et intime avec son fiancé. Et du coup, les gens étaient un peu surprises que ça soit si explicite, alors que, en fait, bah, ils ont une relation qui est quand même assez publique, et donc mettre en plus des termes comme ça, bah, c'est un peu. Les gens ont été choqués, mais bah, quand bien même, moi j'ai trouvé ça très amusant. Après, pareil, Wood, je vois pas trop sa place dans l'album. Euh, et d'ailleurs, Wishlist, j'arrive pas vraiment à identifier si ça a sa place ou pas. En tout cas, Wood, pour revenir à cette musique, j'adore. Je trouve qu'elle est très vibey. Et d'ailleurs, ça give un peu des vibes de Jackson 5. Et, et en fait, c'est surtout lié à l'intro musicale qui est très semblable à ABC des Jackson 5. Voilà. Le 10e track, c'est Cancelled. Et alors là, c'est très beachy. C'est très Revenge Queen. Donc, moi, j'adore. Je trouve que c'est très Reputation, son album noir, là. Euh, J'aime plutôt bien cette musique et je trouve qu'elle a sa place dans l'album. En tout cas, la thématique a sa place dans l'album. Globalement, elle dit qu'elle aime... Enfin, que ça parle de ses amis qui se font cancelled et que... En fait, elle parle de ses amis, mais je pense que c'est des amis avec des gros guillemets, puisque c'est le showbiz et que bah, du coup, tout est un peu... bah, les gens sont des snakes, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc ça, je trouve ça très marrant. Et d'ailleurs, dedans, elle a une phrase qui m'a fait trop rire, parce que il y a une phrase qui dit I like my friends dressed in Gucci and in Scandal. Et, et j'ai vu tellement d'édits de Yannick Sinner avec cette phrase en fond. Et les gens ont décidé que c'était la musique de Yannick Sinner parce que Gucci et Scandal, c'est Yannick Sinner de 2024 en fait. Du coup, c'était assez marrant. Ensuite, le track 11, c'est Honey. Et je vais pas donner beaucoup d'informations sur cette musique parce que je trouve elle passe inaperçue. C'est vraiment, vous savez, dans les albums, il y a toujours une musique qu'on oublie. Bah, c'est elle. Et enfin, la dernière musique qui est bah, la clôture de l'album, la 12e musique qui s'appelle The Life of a Showgirl et qui est en featuring avec Sabrina Carpenter. Pour moi, c'est une bonne musique. C'est un peu pareil que Elizabeth Taylor. J'ai l'impression de mieux l'aimer au fur et à mesure que je l'écoute. Je trouve que la partie de Sabrina est vraiment très bien interprétée. Euh, il y a vraiment cet aspect de showgirl je retrouve beaucoup cette showgirl dans Sabrina Carpenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que enfin, Taylor Swift l'a expliqué aussi comme ça dans un interview en disant que pour elle c'était assez logique de faire une musique avec Sabrina Carpenter parce que c'est la showgirl de ces dernières années. Euh, le couplet que chante Sabrina Carpenter est très adapté avec le style de musique et le style d'écriture qu'elle a l'habitude d'avoir. C'est pas elle qui a écrit, c'est Taylor Swift qui l'a écrit pour elle. Donc voilà. Il y a aussi beaucoup eu de critiques sur cette musique parce que bah, la production et la mélodie ressemblent beaucoup à celle de la musique cool des Jonas Brothers. Whoa, oh, oh, déjà, je voudrais peut-être donner mon avis global sur l'album, c'est que j'ai trouvé quand même que certaines musiques avaient des paroles qui auraient pu être assez simplettes.
Je m'attendais des fois à avoir un peu plus de recherche. Je suis complètement d'avis qu'on peut avoir des musiques fun, on peut avoir des musiques où on se prend moins la tête. Et je suis complètement d'accord que bah il y a un peu ce truc de quand Taylor Swift sort des musiques genre vraiment très pop et mainstream avec des paroles simples qui restent en boucle, elle se fait très critiquer parce que bah, c'est pas assez complexe. Et quand elle sort des musiques bah, plus profondes, là, elle se fait critiquer parce que les paroles sont peu accessibles ou bien la musique n'est pas dansante. Et du coup, ça, euh, bah, je suis contre ça. Je pense qu'il faut accepter la musique qu'on nous propose, quoi. En fait, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose de très complexe et de très indépendant, très travaillé, euh, très recherché, et à côté faire quelque chose qui est beaucoup plus fun et beaucoup plus dans le laisser aller. Les deux sont compatibles. Juste, c'est vrai que elle nous a quand même habitués. Alors, on va prendre l'exemple de Shake It Off. Oui, je suis d'accord. Shake It Off, c'est pas du tout une prouesse en termes de lyricisme, mais généralement quand même dans les musiques qui sont fun et qui l'ont fait percer, il y a quand même de la recherche dans les paroles, ce que des fois je n'ai pas retrouvé, notamment dans Actually Romantic, où j'ai trouvé que, enfin, j'étais un peu perdue quoi. Après, sinon, je trouve que quand même les gens ont beaucoup exagéré avec cette critique parce que quand on regarde, on voit bien que même si le vocabulaire est simple, il y a énormément de métaphores, il y a énormément de sens cachés que lorsqu'on lit proprement les paroles, on comprend. Donc, je suis de cet avis, mais en même temps à contrebalancer. Moi, je pense que ce qui est pour moi le plus décevant dans cet album, c'est pas tant le contenu, c'est plutôt le fait que je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, ça a été une déception parce que quand elle a annoncé cet album, elle avait vraiment exprimé le fait que elle avait écrit pendant les Eras Tour et qu'elle avait écrit sur bah, sa vie de showgirl en fait, sa vie à 1000 à l'heure, sous les projecteurs tout le temps, à fake la chose, à subir la pression, mais en même temps la possibilité de vivre sa vie, de rencontrer l'amour. Et en fait, je trouve qu'il y a des thématiques qui sont bah, standards dans cet album et qui ne sont pas vraiment bah, liées à la vie d'une showgirl. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je présentais les musiques, je disais, je trouve qu'elle a sa place dans cet album, je trouve qu'il n'a pas sa place dans cet album. C'est par rapport à ses thématiques. Je trouve que des fois, je me dis, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, une musique, par exemple, qui aurait eu beaucoup de sens dans cet album, c'est euh, une musique de The Tortured Poet Department. Il faut que je retrouve le nom, mais je vais retrouver le nom. Attendez, je vais faire pause là et je vais vous dire le nom. Ouais, c'est I Can Do It With a Broken Heart. Et cette musique, elle aurait eu sa place dans The Life of a Showgirl parce que ça parle vraiment de elle qui fait les Eras Tour et qui vient de se séparer de son homme avec qui elle vivait et depuis 6 ans, et qu'elle a le cœur brisé, qu'elle se remet de cette rupture et que tous les soirs elle doit monter sur scène et elle doit faire genre que ça va et assurer un show de 3h30. Et ça, cette thématique, elle aurait eu sa place. Et c'est vrai que certaines musiques comme Eldest Daughter, comme Wood, comme Honey, euh, comme Opalite, n'ont pas forcément, n'ont pas forcément cette place dans l'album, à mon avis. La deuxième chose, c'est aussi qu'elle avait plutôt teasé un album qui allait avoir des sonorités 70s. On s'attendait beaucoup à des sonorités ABBA, à des sonorités un peu électro-européens des années 70. Euh, Ensuite, on a eu une DA de l'album avec la première cover, enfin avec les covers qui sont tombés, où on voyait un truc un peu
un peu Charleston, mais en même temps très showgirl en fait. Et showgirl, c'est vraiment les années 70 pour le coup. Et, euh, et je sais pas, en fait, la DA, la cover que je voyais, je me suis dit ça va être quelque chose d'assez théâtral. Euh, et pas du tout. Et pas du tout, du tout. Et c'est pour ça que je suis un peu déçue. Parce que, euh, parce que je trouve finalement que Taylor Swift est généralement très forte pour euh, attribuer une direction artistique et attribuer une image visuelle à ses projets musicaux. C'est pour ça que les Eras Tour a tant marché et c'est pour ça que le concept des Eras est né en fait. C'est Taylor Swift qui a créé le truc, ouais, je suis dans mon era quelque chose. C'est parce qu'il y avait à chaque fois une identité pour chaque projet. Et là, c'est vrai que je trouve que l'identité n'est pas très cohérente entre la musique et le visuel qui est rattaché. Euh, donc, ouais, je trouve que les thématiques et la DA visuelle, elles sont assez incohérentes avec ce qu'elle avait présenté dans le podcast de New Heights pour annoncer son album. Et c'est ça qui me déçoit un petit peu, pour être honnête avec vous. Euh, Maintenant, je pense que c'est l'heure de parler de toutes les mauvaises réceptions et pourquoi ça a fait autant de débats. Déjà, la première chose, c'est que euh, beaucoup de musiques euh, ont été identifiées comme des potentielles interpolations, pardon, voire plagiat de la part de Taylor Swift, puisque, et c'est notamment, je l'ai évoqué, The Life of a Showgirl qui est le plus flagrant, qui ressemble énormément à la musique cool des One Direction. On a aussi une intro qui nous fait penser au Jackson 5, donc c'est l'intro, il me semble, de Wood. On a aussi, alors on ne sait pas si c'est vraiment ça, mais on a une petite ref à What I've Been Looking For, une musique de High School Musical. Euh, il y a aussi une inspiration de Lana Del Rey, potentiellement une inspiration de Demi Lovato. Et ça fait beaucoup. Et en fait, certaines personnes ont commencé à sérieusement étudier les musiques pour savoir si elles ne l'avaient pas fait à toutes. Et en fait, le résultat, et je crois qu'elle l'a fait à toutes, il y a même des musiques où elle l'a fait à elle-même. Et du coup, ça pose plusieurs questions. Déjà, la première chose, c'est que Taylor Swift s'est beaucoup battue pour les droits des artistes. Et c'est vrai que le fait qu'elle le fasse et qu'elle ne crédite personne, c'est un peu surprenant et c'est un peu décevant de sa part. La seule personne qu'elle a créditée, en fait, c'est George Michael pour avoir nommé sa musique Father Figure. Et ça, c'est assez marrant. Euh, donc voilà. Et puis ensuite, il y a... Enfin, ce qui peut peut-être expliquer cette démarche, c'est que euh, c'est une référence au fait de showgirl, à être une showgirl. C'est-à-dire, peut-être qu'elle a pris des sons de personnes qu'elle identifie comme des showgirls, ou en l'occurrence des fois des showboys, comme les Jonas Brothers. En tout cas, elle a fait des références à des figures de la pop actuelle qui pourraient être assimilées à une identité de showgirl. Je suis pas sûre que ça marche tout le temps parce que les Jackson 5, en fait, si les Jackson 5 pourraient sans doute, mais en tout cas, à chaque fois, ils auraient une image différente de la showgirl, une identité différente, et donc c'est peut-être pour ça. La deuxième justification qui est, à mon humble avis, peu probable, c'est que en fait elle aurait fait un album double et du coup toutes les musiques qui reprennent les mélodies de d'autres chanteurs euh, vont devenir des duos, des collaborations. Et j'adorerais que ça soit ça parce que ça ferait vraiment mastermind, mais je ne pense pas malheureusement. Le deuxième point, c'est que j'ai évoqué Father Figure tout à l'heure.
concernant le potentiel sens derrière cette musique, le fait que ça pourrait avoir parlé de sa relation avec les pop stars actuelles qu'elle est en train de aider à monter, euh, et notamment à Olivia Rodrigo. Euh, Ce qu'il faut savoir sur la relation entre Olivia Rodrigo et Taylor Swift, c'est que Olivia Rodrigo a toujours été fan de Taylor Swift. Elle s'en est jamais cachée depuis qu'elle est un tout petit peu connue sur Internet. Elle ne l'a jamais caché qu'elle était complètement fan de Taylor Swift. Euh, elles ont travaillé ensemble. Euh, mais simplement, à un moment donné, Olivia Rodrigo a eu le malheur de dire en interview qu'elle s'était inspirée de Cruel Summer pour écrire Déjà Vu. Euh, Et du coup, Taylor Swift lui a fait un procès pour avoir des crédits sur cette musique. Ce qui est pour moi, en fait, fou parce que ces deux musiques n'ont aucun rapport pour le coup. Et que Taylor Swift, comme je l'ai dit auparavant, elle s'est battue pour que les artistes aient les droits euh, des œuvres qu'ils possèdent et qu'ils ont créées eux-mêmes. Et en l'occurrence, Olivia Rodrigo, elle a créé elle-même cette œuvre. Euh, L'inspiration, je pense qu'elle est plus conceptuelle que technique. Et du coup, je trouve ça compliqué de dire à quelqu'un que tu dois me créditer parce que t'as pensé à moi pendant le processus. C'est pas possible, genre tout le monde s'inspire de tout le monde, quoi. Donc j'étais un peu surprise de ça, mais ça fait déjà un petit moment, hein. Mais du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on pense que Father Figure, c'est un peu bah, je sais pas si c'est une attaque envers Olivia Rodrigo personnellement, mais en tout cas, je pense que c'est une musique pour exprimer le fait que c'est elle qui tient les rênes de l'industrie et que effectivement, elle gère beaucoup de choses pour ces nouvelles pop stars et elle fait beaucoup pour elle et qu'il ne faut pas l'oublier. La deuxième musique qui est un petit peu problématique, c'est Actually Romantic et j'en ai aussi parlé. Mais du coup, Father Figure et Actually Romantic, le fait que ça peut être potentiellement des attaques envers d'autres femmes de l'industrie musicale me chagrine un peu parce que c'est vrai que Taylor Swift s'est beaucoup positionnée comme une personne qui était féministe. Alors je dis pas qu'elle est anti-féministe maintenant, mais c'est vrai que c'est une démarche qui ne va pas trop avec ce qu'elle avait l'habitude de faire auparavant. Et du coup, c'est un peu triste si c'est vraiment le cas qu'elle ait fait ça, parce que je pense qu'il y a d'autres manières. Enfin, il n'y a même pas de manière du tout. Je pense qu'en fait, à un moment donné, pour moi, l'attaque envers Olivia Rodrigo, elle est pas du tout légitime. Et celle contre Charlie XCX non plus, puisque ce n'est pas des critiques envers Taylor Swift. En fait, des fois, j'ai le sentiment que elle se place en tant que victime vis-à-vis de certaines personnes qui sont plus dans une posture d'idolation et de peur, de jalousie, mais pas du tout de haine et pas du tout de mépris. Et des fois, j'ai un peu l'impression que c'est son regard sur les choses et ça me rend un peu triste pour elle. Euh, la, la dernière chose, il me reste deux points que je vais aborder sur Taylor Swift avant de passer à autre chose. Mais le premier point, qui n'a un peu moins de rapport avec le contenu même de l'album, c'est le fait que Taylor Swift commence depuis quelques temps, elle crée plusieurs versions de son album. Jusque-là, je trouvais que c'était plutôt ok. Mais je trouve que pour cet album, il commence à ne plus avoir de sens. J'ai l'impression qu'on crée beaucoup de versions de l'album pour faire acheter plus d'albums et pas tant parce que ça a du sens pour l'œuvre. Et, euh, et quelque chose qui est assez. Enfin, qui me rend un peu triste dans l'industrie de la musique, c'est que je pense qu'il y a un effet de mode sur le fait de effectivement créer plusieurs covers pour un album. Et je trouve que c'est triste parce que les albums, enfin les couvertures d'albums, c'est un art à part entière. C'est l'art de résumer une œuvre
auditive, une œuvre sonore, une œuvre musicale en une photo, en une image. C'est réellement un gros travail. Euh, et des fois, par le fait que maintenant on ait plusieurs couvertures, déjà je trouve que l'identification de l'album est beaucoup plus dure parce que certes, il y a tout le temps une couverture officielle, hein, mais bah, j'ai l'impression qu'on l'associe moins en fait à cette image visuelle. Et en plus, bah, on a un peu moins cet effet waouh du fait qu'on a réussi à trouver bah, cette photo, cette représentation visuelle pour accompagner ce projet musical. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Du coup, voilà, je trouve que ça n'a pas trop de sens de faire autant de versions. Peut-être qu'à un moment donné, ça l'a eu, mais là, je trouve que c'est pas obligatoire et je trouve que bah, du coup, ça fait un peu malhonnête parce qu'on dirait qu'elle fait juste plusieurs versions pour vendre plus de disques et donc pour se faire plus de fric. Donc voilà. Et aussi, quelque chose qui m'a un peu déçue, c'est que pendant beaucoup d'interviews, elle a parlé de son fiancé Travis Kelce et de son mariage qui arrive. Je trouve ça un peu chelou. Je sais pas si elle a subi ces questions et qu'elle a simplement répondu avec un sourire. Mais en fait, je pense pas que c'est ça parce que Taylor Swift, elle a toujours été très honnête quand elle sentait que la question était déplacée. Mais du coup, je suis encore plus gênée par le fait que ça peut être potentiellement un argument marketing et quelque chose qui fait entièrement partie de ta stratégie. Pour le coup, c'est assez dommage. Après, je me dis, si c'est le cas, peut-être que c'est mieux aussi que ça ne soit pas quelque chose qui soit subi de sa part. Parce que si c'est quelque chose qui est subi, bah, c'est clairement de la misogynie de la part des, des intervieweurs, alors que là, bah, elle le choisit, donc ça veut dire que ça ne la gêne pas. Mais après, je trouve ça quand même assez dommage que on ne soit pas là en train de parler de son album et plutôt de parler de ses préparatifs de mariage. Je veux dire, moi, j'en ai un peu rien à faire de ça. J'aimerais qu'elle me parle de comment elle a écrit les choses, quoi. Après, il y a plusieurs formats d'interview, donc je dis pas qu'elle l'a fait sur tous. Par exemple, celui pour Apple Music qui était plutôt bien, et c'est là où j'ai d'ailleurs appris à mieux comprendre la signification de la plupart des musiques, donc je vous encourage à aller le voir. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Taylor Swift et The Life of a Showgirl. C'est beaucoup. On est à 42 minutes. Peut-être que finalement, je vais devoir me taire et pas parler de la suite. Je vous en parlerai dans les prochains épisodes. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.